Lundi 20 mai, bonsoir, soyez les bienvenus, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Voici les titres. L'Australien Liam Walsh remporte l'édition 2024 du Paris 3 à l'âge de 22 ans. Cette course au départ de Colombey-les-Deux-Églises a rassemblé 160 coureurs. Du sport encore et la course des 10 km de Saint-Dizier qui se tenait samedi soir en semi-nocturne. La pluie était au rendez-vous, mais les sportifs aussi. Plus de 100 équipes ont participé tout le week-end au tournoi du football organisé par le Sporting Marnaval Club, un événement devenu incontournable. 90 exposants, 7 thématiques et des nouveautés. Pendant 3 jours, Bettencourt-la-Ferrie en Haute-Marne a accueilli le Salon du Bien Vivre. Et notre invité aujourd'hui nous vient de Chaumont, Thierry Fauconne, écrivain romancier, vient nous présenter son nouveau livre. Vous l'avez peut-être suivi cet après-midi sur notre antenne, la course cycliste Paris 3 a eu lieu ce lundi et a pris son départ fictif depuis Colombey-les-Deux-Églises. L'occasion pour le village haut-marnais de se préparer pour le Tour de France dans quelques semaines à peine. Vers 17h30, c'est l'Australien Liam Walsh qui a seulement 22 ans à remporter donc cette compétition. Un reportage de Gaël Bossu, Maxime De Santos et Mathis Grunier. Colombey-les-Deux-Églises s'est réveillé ce matin dans une ambiance festive. Et pour cause, le village a accueilli comme depuis 3 ans le départ de la course cycliste Paris 3. Une première mise en lumière sportive pour Colombey avant 2 autres événements prévus dans les prochaines semaines. On commence par le Paris 3, donc c'est un coup de projecteur qui est déjà au niveau régional. Ensuite c'est la flamme olympique qui arrive, donc là ça revêt un caractère national. Et puis avec le Tour de France, c'est le caractère international, bien évidemment. Donc les retombées, on les a immédiatement par la fréquentation du public, comme vous le voyez aujourd'hui ici. Mais clairement, on a des retombées a posteriori, parce que quand on met un coup de projecteur comme ça dans 90 pays dans le monde, comme ça va être le cas pour le Tour de France, avec des images toujours absolument soignées, voilà, ça met en valeur le patrimoine, ça donne envie aux touristes de venir. Et puis la France, c'est pas que Paris. Voilà. Le public haut-marnais était au rendez-vous ce matin, notamment les passionnés de vélo qui ont pu apercevoir et applaudir les 165 coureurs du jour. Le Grand Prix de Pellucé, elle avait remporté le Grand Prix donc. Il y a quelques années encore, j'étais président d'un club cyclotourisme en région parisienne. Et j'habite maintenant dans la région et Paris 3 c'était l'opportunité de venir voir qui était au départ. Comme c'est des futurs néo-pros, donc c'était intéressant. Je suis venu spécialement à Paris 3, c'est parce que j'adore le vélo. Ça fait des années que je fais du vélo, j'adore le sport. Et puis c'est l'une des plus grandes manifestations qu'il y a dans la région. Cette course cycliste historique regroupe 23 équipes amateurs ou semi-professionnelles. Les coureurs sont souvent des jeunes espoirs qui viennent s'essayer sur un parcours sélectif et relevé. On a des difficultés très rapidement à la côte de Seix-Fontaine qui arrive au bout de 20 km. Le passage à Colombey-les-Églises au bout de 52 km. La côte des Bars après la sortie de la Haute-Marne et puis le retour au Stade de l'Aube via le parc national de la Forêt d'Orient. Donc c'est un parcours qui est très difficile et depuis 2 ans, le coureur qui gagne est soit professionnel, soit passe professionnel dans la foulée. Parce que c'est un homme fort qui gagne Paris 3. Ce sera une victoire d'un coureur de la formation Bridgeline 75. C'est Liam Walsh qui s'impose. Et le vainqueur cette année, c'est le coureur australien de 22 ans, Liam Walsh, qui a levé les bras au sprint devant le stade de l'Aube à 3 après 4 heures de course. Les 10 km de Saint-Dizier se sont tenus ce week-end. Le départ de la 21e édition a été donné rue de la Commune de Paris. 900 coureurs se sont alors élancés malgré la pluie pour les 3 km ou les 10 km. Nicolas Fontaine et Gueltas Philippe. Est-ce que vous êtes prêts pour me faire un petit clapping sous la pluie? Allez, tout le monde les bras en l'air. Dernier clapping pour se donner de la force avant le début de la course. Stop, 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 stop. C'est parti pour 3,5 km ou 10 pour les plus courageux. Ce samedi 18 mai, en soirée, plus de 900 coureurs ont participé à la 22e édition des 10 km de Saint-Dizier, organisée par le COSD Athlétisme et la ville. Le temps pluvieux n'a pas empêché certains sportifs de s'illustrer. Le premier arrivé, Julien Huard, médaille de bronze l'année passée, a fini les 10 km en 31 minutes et 21 secondes. Quelques minutes plus tard,
Aude Martin est la première féminine à franchir la ligne d'arrivée. J'ai fait 2 courses il n'y a pas longtemps déjà, donc j'étais déjà en jambes je pense. Moi j'aime beaucoup ce genre de parcours parce qu'on a 3 boucles, il y a beaucoup de relances. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de relances. Après ça plaît pas forcément à tout le monde mais j'aime bien ce genre de parcours. Ouais. Cette année les coureurs ont dû être vigilants, le parcours glissant était plutôt technique. Un peu l'humidité qui faisait que sur certains virages, il fallait un peu ralentir sur les pavés. Et puis dans le parc là-bas, un petit peu les petits virages. Puis le dernier tour, le fait de doubler, il faut faire un peu attention aux gens, mais sinon très bien. Et même si la météo était capricieuse, les amateurs de course à pied retiendront surtout l'ambiance de ce rendez-vous bragard par excellence. J'aime bien l'ambiance, ça fait longtemps que je n'avais pas couru un 10. Donc je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai vu que c'était bien organisé, c'était sympa, donc je me dis autant recommencer. Cette année encore, l'événement a rassemblé des sportifs, mais aussi des spectateurs. À quelques semaines du passage de la flamme, les bragards semblent déjà prêts à faire briller le sport. Plus de 100 équipes ont participé tout le week-end au tournoi du football organisé par le Sporting Club Marnaval, un événement sportif dédié aux jeunes de catégorie U7 à U13 et qui a confirmé encore cette année son statut d'événement incontournable du sport au Marnais en accueillant différents clubs, même étrangers. Un reportage de Manon de Fontis. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. De nombreux jeunes footballeurs se sont affrontés sur les terrains du stade des Aciéries de Marnaval à l'occasion d'une nouvelle édition du tournoi organisé par le Sporting Marnaval Club. Durant tout le week-end, 51 clubs amateurs et professionnels ont participé à cette compétition. C'est une vraie progression parce qu'on a quand même 24 équipes en plus par rapport à l'édition 2023. Et c'est la première année où on touche une équipe luxembourgeoise, donc c'est assez flatteur pour le SMC Marnaval. Depuis quelques années, le rayonnement de ce tournoi s'élargit au-delà des frontières de la Haute-Marne et de la Champagne-Ardenne. Des Alsaciens aux Savoyards, mais aussi des Luxembourgeois et des Belges ont fait le déplacement spécialement pour l'occasion. C'est une expérience, rencontrer des autres joueurs, un autre style de jeu, des autres terrains. Nous, on joue beaucoup sur synthétique, ici c'est de l'herbe. Nous, on a gagné un match et on a fait un match nul. Là, on est premier, donc c'est bien. Et c'est quoi votre objectif à la fin de la journée? Gagner et être premier surtout. Et ramener la coupe parce qu'en plus l'année dernière on l'avait gagné. Ouais. On est sur un sport collectif, apprendre à jouer contre des équipes qu'on n'a pas rencontrées dans nos régions, puisque là c'est bien, ça vient de divers horizons et c'est agréable. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît là dans cette compétition? Les matchs, la fête, l'ambiance. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous êtes sur le terrain? Marquer des buts et nous moi c'est les supporters. Et jouer ensemble. J'aime bien et voilà c'est jouer ensemble, jeu collectif. Sous les encouragements des supporters venus en nombre, plus de 1000 joueurs des catégories U7 à U13 ont foulé les pelouses du stade des Aciéries de Marnaval à l'occasion de ce traditionnel événement sportif au Marnais. 90 exposants, 7 thématiques et des nouveautés. Pendant 3 jours, Bettencourt-la-Ferrie en Haute-Marne a accueilli le Salon du Bien-Vivre, un rendez-vous qui revient tous les 2 ans et qui attire de nombreux visiteurs. Clémentine Coppola nous emmène dans les allées de ce salon. C'est un événement qui porte bien son nom. Ici, on parle de bien-être, de santé, de loisirs ou encore d'artisanat. Organisé tous les 2 ans par la ville de Bettencourt-la-Ferrie, le Salon du Bien-Vivre ne cesse d'accueillir de plus en plus d'exposants et de visiteurs. Au total, 90 entreprises sont venues présenter leurs services et leurs créations pendant 3 jours. L'occasion pour eux de mettre en avant leur activité près de chez eux. Plus pour mon activité, puis pour moi. Parce que moi j'ai toujours été dans le commerce, donc c'est vrai que maintenant je travaille plus, donc c'est bien. Je trouve que l'ambiance est bonne et puis que le contexte est joli quand même. Ça m'apporte des nouveaux clients. Le but, ce n'est pas de vendre, mais de se faire connaître. Voilà, c'est pourquoi je suis là, pour faire connaître les bijoux Victoria. J'aime bien le contact avec les gens, on retrouve plein de personnes et c'est pourquoi je suis là. Ce salon, c'est aussi l'occasion pour la mairie d'animer un peu plus le territoire. Si ce rendez-vous existe, c'est aussi pour créer une cohésion entre les acteurs économiques locaux qui souhaitent présenter leurs produits aux habitants de la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier d'Aire et Vallée. Face au succès de cette 3e édition, la ville de Bettencourt-la-Ferrie a prévu un nouveau salon en 2026.
Après 20 ans de service en tant que gendarme, Thierry Fauconne a décidé de se dédier à la littérature. Il vient de publier le 3e tome de cette trilogie, Le Noyé de Jefferson, le roman policier aux multiples rebondissements. Bonsoir Thierry Fauconne. Bonsoir. Alors vous êtes donc au Marnais, romancier. Parlez-nous finalement de ce dernier ouvrage, Le Noyé de Jefferson. Ah bah écoutez, effectivement, c'est mon 3e bébé. Celui-là, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire, donc il est sorti au mois d'avril. Voilà, visiblement il a l'air de plaire, donc c'est dans la continuité en fait par rapport aux 2 premiers. On est toujours plus ou moins avec les mêmes personnages, les mêmes héros. On en rajoute un peu, on rajoute un peu plus d'intrigue, et ça reste surtout centré en fait sur la Haute-Marne, sur Chaumont, après d'autres villages, d'autres villes, mais j'en dis pas plus, je vais laisser le lecteur. On va en parler. Pourquoi ce titre déjà? Eh ben en fait c'est Jefferson, on va en parler au début, et le noyé, on va parler à la fin. Voilà, donc en fait, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que le noyé, avec le R à la fin, donc c'est l'arbre, le noyé de Jefferson, c'est le pacanier, c'est l'arbre qui produit la noix de pécan. Et en fait, derrière, j'ai joué un peu avec les mots, justement, et puisqu'au fur et à mesure, en fait, j'aime bien, justement, rappeler la présence américaine un peu dans notre département, que ce soit, dans ce cas-là, c'est la Première Guerre mondiale. Je l'ai rappelé aussi dans le 2e avec la présence américaine à Smoutier. Et voilà, donc pour ça j'ai joué un peu avec les mots comme j'ai pu le faire avec les 2 précédents titres. Justement, tout de suite à cette question que j'avais prévue pour vous, effectivement, cette trilogie franco-américaine, donc c'est un choix de rappeler un petit peu cette présence américaine sur le territoire marnais. Exactement, parce qu'en fait derrière, moi j'ai de la famille en fait qui a travaillé notamment sur la base de Smoutier, et j'ai aussi des cousins qui étaient soldats américains justement sur cette base et qui sont retournés outre-Atlantique après avoir servi en France, et qui se sont mariés avec des cousines d'origine française. Alors, on va revenir un petit peu sur vous. Quand est venue votre passion pour la littérature? À quel moment vous avez dit je vais écrire justement ces romans? À l'époque, c'est vrai qu'après, le pur côté gendarmique, en fait, c'est on écrit des rapports, on écrit des procès-verbaux. Voilà, c'est très, on va dire, c'est la façon d'écrire de manière juridique. J'ai pas dit que c'est très ennuyeux, mais bon, c'est très soporifique. On ne pas écrire un livre de cette manière. Ouais. Alors là, il a fallu que je réapprenne à écrire. Je me suis retrouvé en brigade, moi, à Sapinay, et en fait, mon époux s'est inscrit à une troupe de théâtre, et je me suis mis à écrire en fait quelques pièces pour leur troupe, et c'est là qu'est partie en fait l'envie d'écrire, et je me suis lancé dans le premier. Vous n'avez pas toujours eu cette envie d'écrire? En fait, ça me trottait dans le coin de la tête. Après, sur l'impulsion de membres de ma famille, en fait, je me suis lancé. Alors, Chaumont, pourquoi Chaumont comme cadre, justement alors, on le dit, hein, c'est de la pure fiction, hein, ça n'a pas de rapport avec effectivement vos enquêtes que vous avez vécues durant 20 ans de service, mais du coup, pourquoi Chaumont comme lieu d'intrigue? Chaumont, en fait, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville de naissance. J'y ai vécu. En fait, il y a énormément de choses sur Chaumont, et je ne parle pas uniquement de Chaumont. Il y a aussi tous les villages pittoresques tout autour. Et en fait, il y a énormément à voir. Je veux dire, vous pouvez passer sur le trottoir, et pas faire attention aux petites statuettes qui sont dans les niches, à proximité du tribunal de Chaumont. Ça, c'est un exemple. Hein. Et ça, je le cite dans mes 3 livres, justement. Et voilà, c'est ça. Il y a des fois, surtout la nuit, il y a un petit côté particulièrement inquiétant. C'est sympa, parce qu'en fait, derrière, ça permet justement de jouer un peu avec l'intrigue qui se déroule dans Chaumont. Des inspirations, justement, une inspiration effectivement par ce patrimoine. Est-ce qu'il y a des inspirations, vous avez des inspirations d'autres romanciers, d'autres écrivains? Ah non, en fait, j'évite de piocher chez les autres. Parce que alors, je ne vous cache pas qu'après le premier livre, c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, on doit chercher son propre style. Alors moi, j'ai un éditeur qui est aussi chaumontais, qui m'a tout de suite rassuré. Il m'a dit non, le style, c'est très personnel. Il dit allez-y, lancez-vous. Et donc, en fait, il m'a un peu libéré sur ce point-là. Je me suis lancé sans prendre d'exemple sur les autres. Et après, c'était parti. Après, pour le 2e et le 3e, on a toujours envie d'évoluer de manière positive pour offrir encore meilleur pour les lecteurs et les lectrices. Bien sûr. Et là, le 3e, un 4e derrière, ou ça va être la trilogie pour il y aura un 4e. Après, derrière, est-ce que ça va suivre? J'ai une séance de dédicace la veille dans une librairie. Ça m'a été demandé. J'attends en fait le retour des lecteurs, parce que j'aime avoir leur avis. Parfois, ils me lancent des petites suggestions. Et justement, on en retrouve quelques-unes dans le livre.
On dit, ah ouais, j'aimerais bien que vous parliez de mon village, ça serait peut-être sympa. Et effectivement, je le fais. Je le fais généralement. Un petit tour de Haute-Marne à travers le livre. Ouais. Vos romans sont très cinématographiques, hein, quelque part. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une adaptation, alors peut-être pas cinéma, mais une adaptation au théâtre, justement, avec ce parallèle, non? Franchement, alors, moi, pour l'instant, c'est vraiment l'instant plaisir d'écrire. Je fais ça, en fait. Votre femme ne vous l'a pas encore demandé, justement, avec sa troupe de théâtre? Je ne vous cache pas que l'ancien... on s'est retrouvé au resto de manière totalement fortuite avec l'ancien patron de la troupe de théâtre de Pinet. Et il m'a dit, ce serait bien que tu reviennes écrire des pièces. Alors, ces livres-là, je ne pense pas. C'est plutôt dans le pastiche, en fait, dans la comédie. C'est vraiment intéressant. Mais après, partir là-dessus... Je vais rester pour l'instant sur les livres. Votre équipe clé, du coup, voilà. si on vous propose ce genre de choses. Bon, pour l'instant, on va garder les pieds sur terre. Des projets futurs, donc peut-être un quatrième, ça reste... c'est sûr, le quatrième est en cours. D'accord, un quatrième en cours. Ah oui, donc c'est sûr. Donc, le mystère reste entier pour savoir de quoi ça a parlé. Ouais. On le dit, comme on le précise, vos livres sont édités aux éditions Duro à Chaumont, un éditeur local. Est-ce que c'était important aussi pour vous de faire ce choix? Exactement. En fait, en plus, un éditeur à l'ancienne qui prend soin de ses auteurs. Ouais. Il a commencé petit, il commence à devenir grand. Puis c'est vrai qu'il y a un très bon contact avec lui. C'est pas pour lui passer de la pommade parce que c'est mon éditeur, mais il y a un très bon contact avec lui. D'ailleurs, on va le retrouver au Salon du Livre de Chaumont à la fin de semaine. Bien sûr. Donc là, et vous y serez aussi? Oui. Ah, vous serez. Peut-être juste pour ceux justement qui pourraient venir justement au Salon du Livre de Chaumont pour vous rencontrer, pour acheter votre roman ou les autres. Si on doit peut-être donner une petite intrigue qui donne envie aux lecteurs de vous lire, d'acheter votre livre, ça serait quoi, un petit résumé de l'histoire? En fait, c'est un peu compliqué parce qu'en fait les trois se suivent, sont complémentaires. Et alors je vais parler du dernier puisque il est question du dernier. En fait derrière, je parle en fait d'une caserne militaire qui se trouve sur la ville de Chaumont. Certains passent devant tous les jours. Et non, je pense qu'ils n'ont pas idée de son histoire, notamment son histoire post-guerre 1870, après l'invasion, la guerre franco-prussienne, pardon. Donc après, voilà, ça part de ça. Ça part de ça. Voilà, et après, tout... La suite à découvrir dans les rues de Chaumont. Voilà, tout à fait. Et la fin, alors, les gens m'ont demandé, c'est vrai qu'ils attendent une certaine fin. Et je vais leur laisser découvrir en espérant ne pas me faire flageller sur la place publique. Merci beaucoup Thierry Faucon. Je ne pense pas que ce soit le cas, en tout cas à lire, à vous rencontrer justement. Rendez-vous donc à Chaumont en fin de semaine ou partout effectivement dans les bonnes librairies. Ce livre, ce roman, Le Noyé de Jefferson, aux éditions justement Duro, à retrouver donc pour ces intrigues haut-marnaises. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et l'agenda des sorties. À noter qu'une rediffusion complète de la course du Paris 3 2024 vous attend. Ce sera dimanche après-midi sur notre antenne. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.